Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle des prêts hypothécaires pour investissement immobilier. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, les prêts hypothécaires destinés à l'investissement immobilier offrent aux investisseurs la possibilité d'acquérir des propriétés. Contrairement aux prêts pour résidence principale, ceux-ci sont soumis à des conditions plus rigoureuses, incluant un apport initial, donc un down payment plus élevé, et des taux d'intérêt généralement supérieurs. Pour bénéficier d'un financement favorable, il est essentiel d'analyser la rentabilité du bien et la santé financière de l'emprunteur, les deux, ce qui est différent avec les prêts résidentiels. Les banques peuvent aussi exiger des garanties supplémentaires pour atténuer les risques associés à la gestion locative et aux fluctuations du marché. Ma première question, David, c'est, toi, en étant donné que tu fais du résidentiel et du commercial, j'aimerais savoir c'est quoi au juste, précisément, les grandes différences entre l'investissement immobilier, donc c'est-à-dire les prêts hypothécaires pour investissement immobilier, et les prêts hypothécaires pour une maison dans le résidentiel? Tout d'abord, les prêts hypothécaires résidentiels, il va y avoir des règles déjà préétablies. Exemple, le 5 de mise de fonds minimum. Ça, c'est obligatoire. Là, toutes les institutions financières doivent, tous les acheteurs doivent se soumettre à cette règle-là. Mais la grosse différence entre les mises de fonds, tandis qu'au prêt commercial, des fois, il peut y avoir des modalités qui vont être différentes. Comme, la grosse différence, souvent, c'est la mise de fonds. OK. Qu'il va y avoir. Mais là, ça dépend, des fois, ce que c'est un investissement. Si plus en passant, il y a prêt résidentiel, une maison unifamiliale, prêt investissement, mettons, multilogement à usage résidentiel. Puis il y a aussi des prêts commerciaux pour des bâtisses à usage commercial. Okay. Là, ça va aussi différer de tout ça. Puis, il y a tout ça. Mais exemple qu'on prend pour un multilogement résidentiel, investissement, la personne veut l'habiter. Là, la mise de fonds va être plus basse que si c'est seulement pour investissement. Okay. Il va y avoir une petite exemption dans les règles là, parce que tu vas habiter exemple, le triplex, le quadruplex ou le cinqplex. Là. Fait que on ne les fera pas tout en détail, là, mais chaque type de multilogement résidentiel va avoir va avoir des règles différentes. OK. OK. Et donc, quand tu dis un down payment plus grand, donc c'est quoi à peu près? Disons que une maison unifamiliale ou un condo, c'est 5 un duplex, c'est 5 aussi si on est propriétaire occupant. Un triplex, c'est 10 si on est propriétaire occupant. Mais si une personne achète une 32 logements, là, ouais. Ça serait quoi le down payment et le processus? Mais là, c'est tout dépend. La réponse, c'est ça dépend. Parce que, premièrement, moi, je suis courtier immobilier, je ne suis pas courtier hypothécaire. Fait tout ce qui est hypothèque, moi, absolument, je réfère mes clients, là, je connais les grandes lignes. Là. Mais mettons, tu achètes un 32 logements. C'est parce que là, le problème en ce moment, c'est que les taux hypothécaires sont tellement élevés. La rentabilité est vraiment moindre qu'avec des taux hypothécaires plus bas. Ce qui va faire le prix, là, la rentabilité, ce qui va faire, je veux dire, le prix, c'est toujours selon la rentabilité, ça, je veux dire. Fait que là, étant donné que les taux hypothécaires sont rendus vraiment plus hauts, là, ils sont en train de baisser tranquillement. Les banques, ils demandaient des grosses mises de fonds. C'est pour ça, moi, tous mes immeubles à revenus depuis 2 ans, c'est vraiment difficile à vendre. Parce que les banques, ils vont demander des 30-40% des fois de mise de fonds parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, la banque. Fait qu'elle va prêter seulement, mettons, 60% de la valeur de la bâtisse. Oui. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de prêts commerciaux qui viennent à l'échéance 2025-2026. Et ça, c'est un gros problème au Canada et aux États-Unis, là. Mais c'est pas le sujet de ce podcast. Exact. Mais je comprends pourquoi ils demandent 30-40%. Mais exact. Mais si, mettons, tu m'avais dit, là, 2 ans, je t'aurais dit, là, la mise de fonds minimale, ça va être 20-25%. Mais ça dépend toujours,
c'est toujours selon l'évaluation de la banque. Si la banque évalue la bâtisse vraiment moins cher que qu'est-ce que l'acheteur est prêt à payer, la différence, c'est l'acheteur qu'il faut qu'il la mette sa table. Fait que moi, je te dirais, ça dépend de l'immeuble, ça va dépendre de la rentabilité de l'immeuble, ça va dépendre c'est qui le locataire. Tu sais, mettons dans des immeubles à investissement que c'est des locataires le triple A, là, comme exemple des grosses franchises, exemple McDonald's, si c'est le gouvernemental, exemple SQDC, SAQ, des institutions, là, ça, c'est le genre de locataire que la banque elle va être prête à financer plus parce que le risque est plus bas. Exact. Fait que ça va vraiment modifier ça. Mais tu sais, propriétaire occupant à usage commercial, souvent la banque elle va être plus lousse. OK. Et la personne va être en mesure de faire de l'argent avec sa business. Fait qu'elle va être prête à financer plus. Puis des fois, ce qu'on va voir dans le domaine médical, là, du 100% de financement, ça existe. Là. On pense que. Mais moi, j'avais financé une clinique, c'était des infirmières bachelières là, de mémoire. Là. Puis, en tout cas, il a acheté une clinique parce que maintenant, il peut faire des prescriptions. Je pense qu'il pouvait faire des. La loi avait changé, puis il avait le droit de faire des tâches qu'avant les infirmières ne pouvaient pas faire, mais qui étaient seulement réservées aux médecins. Puis, il avait le droit de faire des prescriptions puis de diagnostiquer là, des problèmes mineurs. Là. Mettons, exemple, une grippe ou exemple, une bronchite. Il pouvait prescrire des antibiotiques. Mais les autres, là, je pense qu'ils ont eu 0% de mise de fonds. La banque, elle a prêté parce que le risque il était à zéro. C'est quasiment impossible qu'ils fassent faillite. Et j'ai une pensée quand j'ai vu que les banques demandent souvent des garanties supplémentaires. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils demandent une hypothèque sur un autre building que tu as, un autre immeuble? Okay. Ou c'est quoi ça veut dire nécessairement des garanties supplémentaires? Là, il y a plusieurs possibilités. Il y en a des fois qui mettent en garantie un immeuble. De cette façon-là, ils n'auront pas besoin nécessairement d'aller chercher de la mise de fonds. Parce qu'ils vont chercher la mise de fonds avec la valeur qu'ils ont sur un autre bien immobilier. Fait que ça, c'est une possibilité. Sinon, ce qui est plus fréquent, souvent, moi, j'en ai souvent eu des acheteurs, exemple, ils commencent le dossier, ils sont préapprouvés, on arrive à. Ils ont une offre d'achat acceptée, on envoie ça à la banque, puis là, finalement, leur ratio d'endettement est trop serré, tu sais. Fait que là, finalement, là, ils demandent à ce qu'il y ait un endosseur. Fait que là, ils vont voir papa, maman, souvent. Tu veux-tu m'endosser sa maison? Là, quand les parents ils veulent, ben, fait que ça pourrait être une garantie supplémentaire, tu sais, ça pourrait être un endossement. Fait que la banque, elle va chercher une autre sécurité ailleurs. Si jamais l'acheteur fait défaut, ben, il va pouvoir aller chercher l'argent chez le père. Donc ça pourrait être une possibilité. Puis oui, mais les autres garanties, bien souvent, ça va être immobilier. Ils ne vont pas avoir de garantie. Ce qui est plus rare, là, tu peux geler, exemple, 25 000. J'avais vu ça, je n'ai jamais vu ça, honnêtement, dans ma carrière d'immobilier. Mais il me semble que tu pouvais geler 25 000. Mettons, toi, tu as 25 000 dans un compte, tu gèles 25 000, fait qu'ils ont une garantie de 25 000. Mais c'est parce que tu es rendu, c'est comme ma mise de fonds, mais le 25 000 est garanti parce qu'il est dans un compte protégé. T'sais. Mais ça, c'est plus rare. Ça, j'ai jamais vu ça. Là. La personne va l'utiliser à la place. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, ça peut pas être des biens. Tu peux pas mettre en garantie ton char, là, puis ils vont te prêter. Ça va être la banque, c'est ça que je voulais savoir. Ah ouais, c'est ça. Ça va être un bien immobilier. Là. Si, mettons, la personne a leur autre propriété, souvent, les gens, tu peux te servir d'un levier là, avec cette propriété-là pour acheter ailleurs. T'sais. OK. J'aimerais qu'on regarde maintenant les point par point. Donc, les prêts hypothécaires pour investissement immobilier. On a parlé la raison du prêt hypothécaire. Ouais. Maintenant, les down payments, l'apport, donc ça se situe entre 15 et 30 % qu'on voit ici. Ouais. Comme on avait parlé. Et les avantages, bien sûr, c'est déductible d'impôt. Bien sûr, si tu utilises cette hypothèque pour développer des revenus. Dans le cadre d'un investissement,
Tu fais ça. Dans le fond, tu peux réduire là, tes revenus avec les dépenses de l'immeuble. Oui, exactement. Et la durée, tu vois, ça dit que la durée moyenne est entre 10 et 30 ans, mais ça existe souvent des durées entre 15 et 20 ans. Fait que dans le fond, ça s'approche du pré-résidentiel. Là. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de produits, tu sais. Dans le commercial? Oui, exact. De produits différents puis de possibilités. Tu peux aller chercher, dans le cas des immeubles multiplex résidentiels, il y a des programmes SCHL sur 30, 35 ans, 40 ans d'hypothèque avec la mise de fonds plus basse. C'est des produits qui existent. Fait que, il y a plus de possibilités, d'où l'importance d'aller chercher un bon courtier hypothécaire commercial. Ou tu peux aller en direct avec la banque, là, mais des fois, avoir un bon contact, là, un bon courtier hypothécaire, vraiment, ça coche qui connaît le domaine là, du commercial. Il va pouvoir te proposer là, mille et une façons. Mais c'est sûr, il faut de l'argent. Il faut que tu aies du cash. C'est de zéro. Là, tu peux faire une offre d'achat puis demander est-ce que le son croche, un petit peu plus tôt. Tu peux demander, tu sais, au propriétaire, mettons, qui finance ta mise de fonds. Il va avoir un solde de prix de vente, mettons. Fait, lui pourrait, mais les banques n'aiment pas ça. Puis depuis les deux dernières années, je pense que les banques ne finançaient pas si ce n'était pas l'acheteur qui fournissait l'argent. Mm-hmm. Parce que des fois, tu peux faire des exemples, là, le vendeur pourrait vendre sa propriété puis se mettre en garantie une hypothèque, mettons, de 100 000 dessus, remboursable sur 6 ans. Ouais. Fait que là, les acheteurs allaient chercher la mise de fonds de même. Puis là, des fois, tu vois des annonces, là, acheter sans mise de fonds. Et là, tu te dis comment. Mais souvent, c'est des affaires, ça va être des façons de faire. C'est tout à fait légal. Là. Sauf que la banque, si jamais elle voit ça, en ce moment, c'est difficile d'aller chercher. Parce que la rentabilité, le taux d'endettement va être trop élevé parce qu'ils vont prendre en compte que l'acheteur, il faut qu'il rembourse 100 000. Puis il y a un paquet d'affaires qui va venir en ligne de compte. Ouais. Fait que c'est une possibilité, mais des fois, si, mettons, tu as 15 de mise de fonds puis il te manque un 5 peut-être que là, tu peux aller financer un 5 le vendeur va te financer ça. Fait que c'est des façons de faire. Là. Mais les banques, en ce moment, ils sont pas trop. À cause que les taux sont pas mal élevés. Là, la rentabilité est difficile. C'est difficile d'avoir une bonne rentabilité. Fait que c'est pas super pour ça. Excellent. Et là, on va passer les documents. Je veux qu'on compare ce que ça prend. Donc, les relevés bancaires des derniers mois pour démontrer la capacité de remboursement. Donc, là, on est en train en ce moment de regarder quels documents sont nécessaires pour obtenir un prêt hypothécaire pour investissement immobilier. Ouais. Donc, relevé bancaire des derniers mois, c'est pareil comme dans un résidentiel. C'est quand tu achètes une maison, ils demandent le relevé bancaire des derniers mois. Les déclarations de revenus des dernières années, la même chose. Les relevés de compte et les contrats de location existants pour les propriétés locatives, ça, c'est de plus si la personne achète un immeuble à logement. Là. S'il achète une clinique, comme tu dis, puis c'est les seuls qui vont louer, si on veut, là, qui vont être présents dans la clinique, on n'a pas besoin de relever de compte et contrats de location. Mais encore là, si des fois, ça arrive souvent que la personne va acheter une bâtisse de 3 locaux, elle va occuper un des 3 locaux, mais là, à ce moment-là, elle va avoir besoin des beaux, tu sais, exact. Parfait. Une évaluation de la propriété envisagée pour estimer sa valeur, ça c'est sûr, les banques font ça automatiquement. Oui, puis ça, contrairement au résidentiel, souvent, ça va être la banque qui va payer l'évaluateur agréé quand ils veulent s'assurer. Mais au commercial, c'est à la charge. En tout cas, moi, j'ai souvent, la majorité des fois que j'ai vu, c'était à la charge de l'acheteur. Fait que l'acheteur va devoir payer ces frais-là. Fait que ça coûte un peu plus de frais, tu sais. Oui, exact. C'est vrai. Et on finit avec les preuves d'assurance habitation. Ouais. Entre autres, ça, c'est les gros documents, là, si on veut. Et c'est ça que je voulais qu'on en parle aussi. Est-ce qu'il est possible d'utiliser un prêt hypothécaire pour investissement immobilier pour acheter une propriété à l'étranger? Donc, c'est possible. Tu te souviens, on a fait un podcast avec des gens qui achetaient des condos au Mexique. Donc, exact. Est-ce que toi, tu crois, selon toi, je sais que tu n'es pas courtier hypothécaire, mais est-ce que quelqu'un qui veut s'acheter une condo au Mexique, est-ce qu'il va avoir un prêt commercial ou un prêt résidentiel? Hey, sincèrement, j'ai aucune idée.
J'en fais pas de ça. Ouais. Faudrait amener un courtier hypothécaire bientôt. Exact. Mais tu me ben. OK, ben, non plus, tu ne sais pas, là. Moi, je crois que ça va être résidentiel. Oui, mais je pense pas qu'une banque du Canada va financer directement. Ça va être indirectement dans le sens que tu vas peut-être hypothéquer une propriété que tu as déjà. C'est ça Pas mon aller chercher point. de l'argent pour acheter. Mais tu sais, es-tu obligé de le dire à la banque? Peut-être. Mais tu sais, si tu as une marge de crédit hypothécaire, là, tu peux t'en servir comme tu veux, là. Exact. Une marge de crédit ouverte, là, hypothécaire sur une propriété de 450 000. C'est ça mon point. C'est ça que je voulais savoir s'il y a une différence. D'après moi, tu peux aller chercher de l'argent. Mais dans le cas d'un prêt plus conventionnel, il y en a des clients qui vont chercher un prêt, ben, l'argent rentre dans leur compte, là, après. Là. Puis tu peux bien aller au casino après ça avec toute flambée. Je ne verrais pas pourquoi tu ne peux pas l'utiliser pour une maison au Mexique. Mais la banque, elle n'ira pas financer une maison dans un pays étranger, ça, c'est sûr. C'est ça. Et check, quelle est la différence entre un prêt hypothécaire résidentiel et un prêt hypothécaire pour investissement? Ça répond à la question. Ouais. Donc, la principale différence entre un prêt hypothécaire résidentiel et pour investissement immobilier réside dans l'utilisation prévue de la propriété. Exact. Donc, un prêt hypothécaire résidentiel est utilisé pour financer l'achat d'une propriété dans le but d'y résider, tandis qu'un prêt hypothécaire pour investissement immobilier est utilisé pour acheter une propriété dans le but de générer des revenus. Exact. C'est vraiment ça la différence. Ça répond à notre question. Mais ça peut être à usage résidentiel ou commercial. T'sais, un n'empêche pas l'autre dans le sens que... Ou les deux. Parce qu'il y en a beaucoup de propriétés en bas, c'est le dépanneur, puis en haut, il y en a 8 logements. À Montréal, oui, ça, il y en a beaucoup. Là, le salon de massage à Sainte-Catherine, là, en bas. Exactement. Puis en haut, tu as des politiciens. Là. Ouais, tu vois, salon... mettons salon de massage, d'après moi, la banque elle va être plus frileuse à te prêter. Là, exact. Ça dépend c'est quel genre de massage. Et voilà. Puis quel genre de politicien. Ouais, c'est ça. Donc, on a vu que c'est entre 15 et 30 en général pour un down payment. Mais là, c'est ça. Mais là, il y avait beaucoup... Moi, j'ai vu des affaires. Là, la banque a demandé 40 de mise de fonds. Tu sais, en tout cas, les clients vendeurs qui ont voulu vendre, mettons, ils ont peut-être un peu manqué le bateau dans le temps de la COVID. Là. Si tu voulais vendre ta maison, pas ta maison, je veux dire, si tu voulais vendre ton bien d'investissement, idéalement, c'était durant la COVID ou un peu avant. Et voilà. Ben, plus durant la COVID, là, quand les prix ont flambé. Là, parce que dès que les taux montaient, les gens voulaient les mêmes prix. Mais c'est parce que tu avais le double de dépenses quasiment à cause des. Peut-être pas le double, là, mais ça avait vraiment augmenté. Mais la valeur des plex et des investissements a beaucoup baissé. Puis là, tu sais, les gens, là, ils vont préférer placer leur argent à des intérêts plus élevés parce que vu que les taux sont plus. C'est ceux qui ont de l'argent, là. Si les taux sont plus hauts, ça a leur avantage. Ils vont placer leur argent à la banque ou dans des fonds, au lieu de risquer leur argent pour des biens immobiliers. T'sais, dans des marchés où est-ce que les taux sont vraiment bas, c'est sûr que les gens vont vouloir de l'immobilier parce que ça va être plus rentable. Versus que tes placements vont être moins rentables. Fait que c'est tout le temps de la gestion du risque aussi. Là. Fait que c'est ça. Mm-hmm. Donc, ça m'est revenu la question. Donc, je veux que ça soit clair. Les taux d'intérêt aussi, je crois qu'ils sont plus élevés qu'une résidence principale. Oui. Est-ce que c'est par beaucoup? Je sais que tu n'es pas un courtier hypothécaire, mais ton expérience avec tes clients. Mais quand même, ça peut être 1 ou 2 points. Là, c'est quand même beaucoup. Là. 1 ou 2 Mais ouais, c'est beaucoup. Moi, j'avais un client, en tout cas, il avait renouvelé son 6plex. Là, mais là, à peu près, il a pris un prêt variable. Là, l'année passée, quand les taux avaient monté, là, je pense qu'il y avait quasiment, c'était proche de 8 là. C'était comme 7 points quelques là, %. Là, c'est sûr que ça l'a ramassé pas mal. Puis c'était un 6plex résidentiel. Il faut faire attention parce qu'aussi, dès que tu as 5plex et plus, c'est considéré comme une bâtisse commerciale, même si ce n'est pas à usage commercial. Mais là, ça va être un prêt qu'ils vont appeler commercial, même si c'est à usage résidentiel. Mais financer un triplex, des fois, ils vont le faire passer, ça va être un prêt plus standard. Quelqu'un qui va habiter le triplex, là, ça ne sera pas un prêt commercial. Fait que ça se peut qu'il va bénéficier des taux c'est ça. Plus avantageux. Fait que, nous, l'importance de bien s'informer et d'aller voir un bon compte hypothécaire. Et aussi, la rentabilité du bien immobilier est prise en compte
c'est-à-dire les loyers que tu perçois sont pris en compte pour déterminer le taux d'endettement de l'acheteur. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien important. Quand tu finances un prêt commercial, habituellement, ils vont qualifier la bâtisse puis les revenus de la bâtisse. Fait qu'ils vont prendre en compte 100% des revenus. Tu sais. Quand tu achètes mettons, un triplex, là, puis que tu fais passer ça sur un prêt résidentiel, donc c'est pas dans la branche du prêt commercial, la banque, souvent, elle va prendre en compte seulement 50% des loyers au lieu de 100%. Fait que autres, c'est comme si tu as des loyers, tu as 3 loyers de 1 000 $ par mois. Là. Les autres calculent comme si tu avais seulement, au lieu de 3 000 $ de revenus bruts, ils vont calculer comme si tu avais 1 500 de revenus bruts. Puis que toi, il faut que avec ton salaire et ton ratio d'endettement, il faut que tu sois capable d'assumer l'autre moitié. Parce que c'est comme ça qu'ils calculent. C'est parce que c'est une gestion du risque. Il faudrait vérifier pourquoi à l'interne ils font ça. Là. Mais c'est tout en rapport avec le risque. Il va être sûr que si jamais les loyers ne sont pas payés, le locataire s'en va, avec que l'acheteur soit capable de payer et d'assumer une certaine partie. Mais je trouve ça quand même un petit peu absurde parce que en ce moment, là, les locations résidentielles, là, le taux là, de vacances, c'est même pas 1%. Il faudrait vérifier les chiffres. Là. Je lance ça comme ça, mais il n'y en a pas de disponibilité. Puis le taux de mauvaise créance aussi, là, si un locataire ne paie pas, tu l'évinces, puis tu pognes un bon locataire. C'est pas ça qui manque en soi des locataires. Fait que je trouve ça un petit peu plate pour ça. Mais dès que tu vas chercher un prêt commercial, là, ils vont qualifier la bâtisse comme si c'était une entité. Qui génère un temps de revenu. Puis là, ils ne vont pas prendre en compte parce que souvent, sinon l'acheteur, il va se ramasser à un moment donné, il ne pourra plus acheter de triplex prêt résidentiel, il faut qu'il passe au commercial. Parce que justement, ses ratios sont à côté. Parce qu'ils prennent juste 50% des revenus. Fait que quand tu as 3 triplex, tu es à côté. Ouais, exact. Dépendamment de ton salaire, là, mais c'est un exemple que je donne. Exact. Et en finissant avec ce sujet, j'ai entendu que le délai de traitement peut être plus long qu'un prêt hypothécaire résidentiel. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, 100%. Mon dernier prêt, mais c'est tout le temps plus long, ça dépend. Dernière bâtisse que j'ai vendue à usage commercial, ça avait pris comme quasiment 45-60 jours. C'est des délais. Non, mais c'est normal comme délai. Là. Moi, si je fais une promesse d'achat pour un client qui achète du commercial, je ne demande pas en bas de 45 jours. Là, 30 jours, c'est court là, au commercial. Je ne sais pas, mais les banques sont tout le temps plus longs avant de traiter les dossiers. Il y a peut-être moins de personnes à l'interne qui travaillent là-dessus. C'est bien, bien plus long. Puis, c'est ça. Fait que c'est minimum 30 jours en montant. Là. Mais, moi, j'ai déjà vu des 60 jours, 90 jours. Puis, si tu vas chercher des produits que la CHL offre, comme je t'ai parlé tantôt, là, des affaires comme de 35 ans de financement sur un immeuble, un multiplex résidentiel. Là. Des fois, ça peut prendre 90 jours, 120 jours. Il y avait des délais extrêmement longs. Mais c'est le délai de traitement. Ça fait qu'il faut que le vendeur soit prêt à attendre. C'est très normal comme délai. Là. Nice. Bon. Et on parle de ça à David parce que il y a beaucoup de gens qui ont comme but de réussir dans l'immobilier avec l'investissement immobilier. Ouais. Et les prêts hypothécaires, c'est très important lorsqu'on débute en tant qu'investisseur immobilier parce que pendant des années, ça va être des emprunts qu'on va faire en tant qu'investisseur. J'aimerais qu'on regarde des points précis pour débuter l'investissement immobilier. Ouais. Donc, en 2024, comment débuter un investissement immobilier? Donc, c'est sûr que la formation, c'est primordial. C'est de base, c'est avec qu'est-ce qu'on doit commencer. Sans la formation, ben, ça peut nous coûter très cher
l'ignorance coûte très cher dans l'immobilier, dans la bourse aussi, mais dans l'immobilier aussi. Ah ouais, c'est sûr. Coûte très, très, très un échec, cher. En immobilier, c'est la perte de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Voilà. Et c'est pas centaines. Exact. Et tu peux finir ta carrière en immobilier. Là. Ah non, c'est clair. Là, moi, il y avait un collègue, il y avait un client à une collègue, là, lui, il avait fait beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'était pas son domaine immobilier. Est-ce que ça, c'est ton anecdote? Non, c'était pas mon anecdote. Mais ça pourrait être mon anecdote. T'en mets deux aujourd'hui? OK, peut-être. OK, c'est bon. Double anecdote. Mais je veux pas trop en divulguer. Je veux pas que si un jour la personne se reconnaît ou. Fait que j'en dirai pas de cette personne-là. Là. Fait que je le dirai tantôt de bord. On va garder les viewers en haleine. Yes, jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il est important de rester avec nous jusqu'à la fin. Et si c'est votre première fois à l'émission, prenez le temps, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ensuite, les stratégies d'investissement pour le marché québécois. On est au Québec, donc on va regarder pour le marché québécois. Donc, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y en a plus que 3, là. Mais je trouve que c'est un très, très bon départ pour quelqu'un qui regarde l'investissement immobilier. Donc, la première façon de développer des revenus dans l'immobilier, c'est l'investissement locatif. Ça, c'est l'acquisition des propriétés destinées à la location, tout simplement. Ouais. Les multilogements, triplex, quadruplex, 8plex, 32plex. OK, des plex, là, en d'autres mots. Ça, on a déjà fait la moitié d'un podcast là-dessus. Donc, ça, c'est des gens qui achètent et qui louent, qui augmentent les loyers et c'est comme ça qu'ils font leur argent. Ils gèrent les immeubles. Si tu as des commentaires à dire, juste me le dire. Là, sinon, moi, je vais continuer. Bon. La deuxième, c'est la rénovation et la revente. Si tu te souviens, on a fait ça il y a une semaine ou 2 semaines. Donc, c'est les flips. C'est acheter des propriétés sous-évaluées, les rénover puis les revendre pour générer des profits importants. Ouais. Une autre stratégie qui est vraiment intéressante, c'est un peu comme un flip sans rénovation ou peut-être ou peu de rénovation. Mais tu sais, comme tu viens de dire, tu as dit un immeuble sous-évalué. Mm-hmm. Parce que là, habituellement, un immeuble à revenus, mettons, résidentiel, un multiplex résidentiel qui apporte un certain nombre de revenus, habituellement, la façon de l'évaluer, c'est selon les revenus bruts potentiels. Fait que, mettons, s'il y a 100 000 de revenus bruts potentiels, là, tu peux savoir que dans ce secteur-là, ça se vend, mettons, 14 fois les revenus bruts, mettons. Là. Mm-hmm. Il y a plusieurs façons d'évaluer, là, mais on le voyait dans le simple. Fait que, mettons, 14 fois les revenus bruts. Fait que ça ferait 1,4 million. La boîte, ça va 1,4 million. Ça, mais le revenu brut potentiel, c'est les revenus, c'est pas les revenus effectifs. T'sais, si, mettons, les loyers sont vraiment bas parce que c'est des locataires qui sont là depuis 30 ans, les revenus réels vont être, mettons, de 70 000 par année. Tandis que si, mettons, tous les locataires étaient partis puis c'était loué à nouveau, il y aurait façon d'aller chercher 100 000. Fait qu'un développeur agréé, lui, souvent, il va calculer, il va dire, la valeur de cet immeuble-là, selon les revenus, il va calculer sur les revenus bruts potentiels. Mm-hmm. Mais c'est un petit peu absurde parce qu'il n'y a aucun acheteur qui va être prêt à acheter un immeuble selon le prix comme si c'était 100 000, si c'est des revenus de 70 000. Fait que l'acheteur, lui, va vouloir payer en fonction des revenus réels qui sont là et non des revenus potentiels. Fait que ça, c'est vraiment important. Mais tu sais, je parlais à mon chum qui était volontaire agréé, puis il me disait, mais non, mais il dit, moi, je l'évaluerais selon. Mais c'est sûr, si tu l'évalues dans le cadre mettons, si la ville, elle l'évalue dans le cadre pour les taxes municipales, elle va calculer l'immeuble. Normalement, cet immeuble-là, ça vaut, mettons, 1,4 million. Il ne va pas le sous-évaluer à cause des revenus qu'il y a. Mais pour un acheteur puis la banque, elle ne va pas l'évaluer, elle ne va pas vouloir prêter parce que si les revenus sont comme si c'était 100 000 quand c'est 70 000. Fait que souvent, si un acheteur, des fois, un peu allumé, une stratégie, là, ça serait, ça t'achète l'immeuble selon les revenus réels. Mm-hmm. Si le vendeur est d'accord, évidemment. Tout le monde s'entend, la vente se fait. Fait que c'est selon des revenus de 70 000. Mais là, dans la réalité, il y a comme acheté l'immeuble un peu sous-évalué parce que il y a un potentiel de valeur de 1,4 million quand tu as acheté 14 fois 70 000 au lieu de 14 fois 100 000. T'sais. Fait que là, je n'ai pas calculé la différence. Là. Fait que là,
dans cette situation-là, la stratégie, au lieu de faire des rénovations et de reflipper, c'est un genre de flip, c'est que tu négocies avec les locataires qui augmentent leur loyer. Souvent, ces acheteurs-là ils vont signer des ententes. Ils vont offrir, mettons, 10 000 aux locataires pour qu'il augmente son loyer, mettons, à 1 000 par mois. Ben, là, 1 000, c'est pas réel. Là. Mais mettons qu'il augmente à 1 500. Puis, par exemple, il était à 1 000, puis là, il donne 10 000 pour qu'il augmente à 1 500 ou 1 600 par mois. Fait que là, il fait ça. Fait que là, il augmente les revenus. Plus cet acheteur-là, initialement, il avait été chercher, mettons, un prêt privé ou un prêt ouvert que tu peux refaire un prêt assez rapidement sans payer de pénalité là, élevée. Fait que là, il booste les revenus. En fait, il signe des nouveaux baux avec les locataires actuels. Oui, il réussit à faire quitter des locataires. Il trouve des nouveaux locataires. Fait que là, finalement, il est capable d'aller chercher des revenus de 100 000 de l'immeuble. Fait que là, il va être capable d'aller chercher un prêt sur les revenus qui vont être rendus de 100 000 au lieu de 70 000. Il va aller. Fait que l'exemple, il y avait un prêt. Fait que là, mettons, il a acheté l'immeuble 800 000, mais là, l'immeuble va avoir 1,4 million. Fait qu'il va chercher, mettons, 600 000 de plus. Il le revend tout de suite. Fait que le gars, mettons, à l'espace de quelques mois, il a fait, mettons, 600 000. Fait que ça, c'est une stratégie qu'on voit souvent. Fait que c'est un genre de flip. Au lieu de faire des rénovations, tu fais cette stratégie-là. Fait que ça, il y en a, mais c'est quand même difficile. C'est beaucoup de travail. Puis là, après ça, ça peut sortir des nouvelles que tu as évincé des gens. Oui, exact. Si tu l'as fait sur les règles de l'art, que tout le monde est d'accord, que tu es transparent, puis que tu as divulgué les bonnes informations, il ne devrait pas avoir de problème. Puis c'est ça. Fait que c'est une façon de faire, au lieu de faire, c'est pas juste des rénovations des fois. Des fois, c'est d'augmenter les revenus. OK. Il y a aussi, là que j'y pense, flipper des promesses d'achat. Moi, j'ai déjà fait une couple de fois ça. Donc, ouais, mais là, il faut attention. Tu as une entente. Je vais juste expliquer. Ouais, vas-y. Tu as une entente avec un vendeur à, disons, 200 000. Ouais. Et là, tu ne veux pas faire le projet de flip. Ouais. Alors, tu peux vendre cette promesse d'achat à, disons, 250 000. Quand la maison vaut 300 ou 275, alors tu vends soit la promesse d'achat, soit tu la flippes chez le notaire. OK? Ouais. Donc, tu as quelqu'un qui va te l'acheter déjà à 250, toi, tu l'achètes à 200, puis la personne te l'achète tout de suite à 250. Ouais. OK? Ça, c'est plus compliqué. Je l'ai fait une seule fois pour moi-même. Flipper des promesses d'achat, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, quand tu as une promesse d'achat à 200 000 pour une propriété qui vaut 275, disons, parce que la personne ne veut pas la rénover, ne veut rien faire, là. Exact. Elle veut juste s'en aller, là. Alors, tu peux vendre cette promesse d'achat à 5 000, 10 000 à quelqu'un d'autre. Exact. Mais ça, là, dans les documents obligatoires de l'OACQ, il y a des clauses, il y a déjà une clause préétablie qui empêche de faire ça. Je me souviens. Il empêche, à moins que tu la retires de l'offre d'achat, là, c'est permis. Exact. Mais il empêche de revendre une promesse d'achat. Yeah. Imagine la scène. S'il n'y a pas cette clause-là, l'acheteur, le vendeur n'a pas été trop avisé, puis là, rendu chez le notaire, il se rend compte que tu fais 50 000 sur son dos. T'sais. Le gars, il vend sa maison 200 000, toi, tu leur vends 250. Exactement. Là, il se dit 15 minutes plus tard. Il aurait peut-être pu faire 50 000 de plus. Là. Ça peut peut-être faire des... En tout cas, moi, je m'assurerais que le vendeur soit au courant que c'est permis, que tu mets une clause que tu peux reflipper, mais que tu peux revendre la promesse d'achat, qu'il soit au courant, qu'il soit initialé, pour être sûr qu'en chez le notaire, ils veulent signer. Là, exact. pour éviter les conflits. Exactement. Oui, c'est possible, tout à fait. Exactement. C'est ça. Et ensuite, on va prendre juste 3, là, comme on a dit, c'est très bien fait de l'article. L'investissement dans les projets de développement. Ça, si on le prend mot à mot, c'est pour des gens, c'est plus risqué, tu as besoin d'avoir les reins solides et beaucoup d'argent. OK, pour payer les permis, les expertises et tout ça, le raisonnage, ou peu importe, OK? Mais là-dedans, il y a une sous-catégorie, on va dire. Moi, j'ai déjà fait ça une fois. Et j'ai participé en tant que courtier immobilier à d'autres transactions comme ça. Mais ce qu'on faisait, ce que les gens que je travaillais avec faisaient, c'est qu'ils achetaient un immeuble et ils rajoutaient soit un logement, soit un commercial, soit le commercial, il flippait en 2 ou 3 logements. Ouais. On appelait ça un changement de vocation en français. Exact. Et ça, c'est payant aussi, là, c'est très payant. Mais, ça ressemble à des projets de développement,
Mais tu n'as pas besoin d'avoir 30 millions là, pour t'acheter un gros terrain. Non, exact. Mais ça, il faut que le zonage le permette. Exactement. Si le zonage ne le permet pas, il faut des fois faire des changements de zonage. Si c'est possible de le faire. D'où l'importance d'avoir des conditions assez solides dans ton offre d'achat, parce que si tu prévois faire ça, tu fais ton offre d'achat pour prévoir à l'avance que tu veux changer ce commercial-là en résidentiel. Il faut que tu fasses tes recherches à la ville et tout ça. Tu veux transformer, mettons, un sixplex en 6 condos indivises, 6 copropriétés indivises. Fait que, mettons, chaque unité, tu pourrais les revendre séparément au lieu d'en vendre de sixplex au complet. Exact. Ça, c'est une autre chose. Ouais. Ça, c'est une autre catégorie. Ça aussi, je l'ai fait en Marieville. Ah ouais? À Marieville, il y avait 2 triplex et la personne le vendait en triplex, mais il y avait 3 numéros de cadastre par triplex. Il aurait pu la vendre individuellement. Okay. Mais en fait, il les vendait individuellement, mais il vendait les 3 cadastres ensemble parce que c'était vraiment c'était des condos finalement. C'était des condos. C'était 3 condos. Il n'y avait peut-être pas de syndicat de copropriété d'établi. Non, exactement. Il n'y avait pas de déclaration de copropriété. C'était un contracteur qui avait fait plusieurs à Marieville, puis là, il en vendait. Là. Là, il fallait mettre le système en place pour si quelqu'un voulait le vendre en condo. Mettons. Voilà. Je pense qu'il a déjà fait ça. C'est sûr que ça te coûte plus cher des taxes s'il y en a 3 différentes. Ouais. Mais au moins, tu n'as pas besoin de tout faire ça pour sortir d'une propriété normale là, en la transformant en condo pour revendre individuellement. Ouais. J'ai trouvé ça, c'est une des transactions vraiment le plus simple et le plus cash. Que tu avais fait. Ouais. C'est nice. Mais c'est ça, mais justement, si tu prévois faire ça en tant qu'acheteur, assure-toi que ce soit possible durant tes conditions de vérification diligente. Exactement. Mais de toute façon, quand on loue, là, disons, un triplex, surtout les triplex à Montréal, là, ça c'est souvent le cas. Tu viens, c'est plus permis, ça fait longtemps là, de le transformer en copropriété. Mais ce que les gens faisaient, c'est qu'ils faisaient en copropriété indivise. Exactement. Mais là, on en a parlé dans votre podcast, justement. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une banque qui va financer les 3 unités. Exact, Desjardins, Banque nationale. Puis à chaque 20 ans, il faut que tu renégocies. Le gars, justement, il est arrivé au bout de l'échéance de la déclaration, de la convention d'indivision. Puis il fallait renégocier ça, puis ça coûtait des frais de notaire de fou, là, en tout cas. Mais oui, ça se fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu prévois faire ça, tu te mets des délais dans ton offre d'achat de 60-90 jours, puis tu entends tes vérifications avec la ville. Là. Puis si, mettons, ça ne marche pas, ben là, tu peux canceller l'offre d'achat. Parce que si tu le fais après avoir acheté, là, tu vas être mal pris si ça ne marche pas. Exactement. Tu peux perdre de l'argent. Puis là, c'est ça. Ce serait le genre d'erreur que tu pourrais faire que tu perds finalement 100 000 parce que tu avais prévu telle affaire. Ça peut en faire, quand il y a un locataire là, qui veut louer un local commercial, il faut peut-être ton permis d'occupation, ton permis d'usage de la ville. Tu sais. Yep. Souvent, moi, j'en ai vu, là, j'ai loué une petite épicerie haïtienne. Mais lui, justement, excuse-moi, je pensais, mais le locataire, là, lui, il a perdu son dépôt. Il avait mis, mettons, 3 mois de dépôt. Dans le fond, il signe le bail, ça va avoir un propriétaire, signe le bail, donne, mettons, 8 000 de dépôt au gars. Puis là, finalement, la ville a dit, ben, c'est parce que tu n'as pas le droit d'opérer une épicerie à cette place-là. Le gars va annuler le bail. Le propriétaire dit non. Je garde ton dépôt. Puis là, finalement, il est allé louer ailleurs. Je loue un autre local commercial où est-ce que c'était permis. Mais moi, justement, dans mon offre de location, il y avait obtention du permis d'usage. Fait que là, il l'a eu. La ville lui a donné le droit. Puis là, quand c'était fait, là, à ce moment-là, il allait signer le bail. Puis souvent, les villes, c'est vraiment absurde parce que la ville, pour obtenir ton permis on va faire un autre podcast là-dessus, mais pour avoir ton permis d'occupation, ton permis d'usage, elle demande que le bail soit signé. Parce que dans ton bail, il faut qu'il y ait une condition que si la ville, elle ne veut pas. C'est comme à l'envers un peu. Moi, souvent, j'arrive. Souvent, la ville, elle accepte juste l'offre de location. Là. Mais là, tu signes ton bail, la ville a dit non, mais là, Chris, la ville a demandé le bail. Fait que assure-toi de bien faire analyser ton bail par un notaire avocat, puis d'avoir une offre de location solide par un courtier. Là. Très bien expliqué. Donc, les conseils pour les investisseurs immobiliers débutants. Ouais. OK? Donc, éducation et formation, c'est le premier conseil. C'est sûr, on vient de le dire dès le début. Ouais. C'est très cher, ça coûte très cher l'ignorance. Ensuite, la planification financière. C'est quand même de base, là. Ouais.
Si on veut débuter n'importe quelle entreprise ou aventure, sans nos plans blancs, des fois, c'est bon, bonne planification financière. Exact. Diversifier ses placements. Tu n'es pas obligé de mettre tous tes œufs dans le même panier et d'acheter juste de l'immobilier. Tu peux avoir des placements. Tu peux avoir un immeuble, tu peux avoir de l'immobilier, tu peux avoir des placements. Exact. C'est éparpillé un peu partout. Ça, c'est la meilleure stratégie. Exact. Le réseau professionnel, ensuite, c'est sûr. Faut être très bon avec les gens, les relations interpersonnelles, dans tout, dans la vie. Mais dans l'immobilier, c'est encore plus vrai. Parce que si tu n'as pas un bon réseau, tu vas perdre beaucoup d'argent dans le sens que ça va te coûter plus cher, ça va être plus long et tu vas perdre beaucoup d'énergie. Exact. Donc, le réseau professionnel est très important. Immobilier, agent immobilier, notaire, autre investisseur, c'est sûr, mais aussi avocat, inspecteur, évaluateur. You get the point, là. Exact. Ensuite, une analyse minutieuse. OK? Donc, apprenez à analyser les propriétés sur le marché pour identifier les meilleures opportunités d'investissement. Ça en fait sourire parce que mon coach, c'est ça ce qu'il dit, l'opportunité d'investissement dans les trading. Ah ouais? Ce qu'il dit, c'est une trade. Des fois, la meilleure trade qu'on fait, c'est celle qu'on ne fait pas. Ouais, exact. Ah, mais là, c'est sûr. Donc, l'analyse, là, c'est très important. C'est comme mesurer 10 fois et couper une fois. C'est sûr qu'il ne faut pas que l'analyse paralyse. On ne rentre pas dans les analyses psychologiques. Mais tu es un peu fonceur, tu sais. Exactement. Il faut être fonceur, mais il faut bien analyser. Exact. Ça ne marche pas guessing. Là. Le guessing, ça ne marche pas. Moi, si j'avais réussi là, à convaincre tous mes acheteurs dans le temps que je vendais des triplex à 500 000 plus taxes là, à Saint-Jérôme 9. Oh my God. Si chaque personne avait été un peu plus fonceur, il aurait fait. Mais là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas prévoir que ça allait augmenter autant. Là. On n'est pas des moi, j'ai acheté puis j'ai revendu rapidement des plex. Il y avait 2 triplex à Laval. À peu près ça, là, 550 000. Là. Je me souviens plus, c'était sur le boulevard. C'était dans un quartier non homogène. Là. Mais les buildings étaient tellement beaux. Et je ne sais même pas, j'ai fait 15 000 ou 18 000 en affaire chaque. C'était une joke. C'était con. Il aurait fallu que je garde. Probablement qu'ils sont 1,2 million. Mais tu pas de regrets par rapport à ça. Parce que c'est comme avoir des regrets parce que tu avais les mauvais chiffres du 6,49. Mais un coup que tes yeux, les chiffres, c'est sûr, ça va bien, c'est facile d'avoir su. Mais c'est ça. Mais si les gens avaient été un peu plus fonceurs, par contre, puis j'avais été peut-être un peu meilleur vendeur, je l'aurais peut-être vendu plus facilement mes triplex. Puis tout le monde aurait fait des centaines de milliers de dollars. Exact. Des fois, c'est bon d'être fonceur, mais effectivement, l'analyse minutieuse est extrêmement importante. Exact. Et dernièrement, mais pas le moindre, prudence et patience. Mais là, encore là, pas trop. Moi, j'en ai eu des clients qui ont attendu. Patience dans le sens d'attendre. Acheter l'immeuble et attendre. OK, je comprends ça. Attendre, pas le revendre. Si c'est un bon investissement, ça, c'est une chose que j'ai appris. Si c'est un bon investissement, bien placé, pas trop d'entretien, tu le gardes coûte que coûte. Ça, c'est une chose que... C'est pas ici, là, mais c'est l'expérience. Tu gardes tes immeubles. C'est pas patience avant d'acheter, mais plus patience. Non. Un coup que tu l'as. Là, un coup que tu l'as, tu es patient, tu l'entretiens, tu donnes un très bon service à tes clients qui sont tes locataires. Exact. Et tu le gardes pendant des décennies. Exact. Mais c'est le même que le. Ou jusqu'à quel temps que quelqu'un t'offre 100 000 de plus que ça vaut, là. Exact. C'est sûr. Non, mais là, sinon, c'est 100 000, c'est 100 000, c'est 100 000. T'arrives à flipper, 100 000. Mais tu sais, le grand-père à ma tante, il a tout gardé ses immeubles, le bonhomme. Là, puis, quand il est décédé, il valait des millions de dollars. Là, voilà. Et il a commencé, il a acheté un triplex, il habitait dedans. C'est ça. Mais là, des fois, tu te dis, aïe, là, les prix sont ben trop à côté. Si j'achète un triplex aujourd'hui et j'habite dedans, mais la réponse, c'est que dans 30 ans, tu vas le regretter. Ça va valoir 2 millions dans 30 ans. Et voilà. La vie fait juste augmenter. Là. Un jour, au salaire de 100 000, là, ça se peut que tout le monde fasse ça. Là. Dans le sens que la vie va avoir encore doublé. Tout
Tout va doubler, puis ça 100 000, ça ne sera plus grand-chose un jour, dans 50, 60, 80 ans. Là. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Fait que, je pense que c'est tout le temps d'acheter quand même, mais avec prudence et minutie. Mais en ce moment, à cause que les taux sont élevés, on peut prendre notre temps. C'est que tu achètes l'eau dans un an, ça ne risque pas de trop changer, mais tu vas peut-être regretter dans 10-15 ans quand il va y avoir un autre bulle immobilière. Bien, pas de bulle, mais plus un autre. Rally. Ouais, c'est ça, un autre rallye où est-ce que ça augmente sans arrêt. T'sais. David, c'est quoi tes 2 anecdotes? Écoute, première anecdote, c'est par rapport au fait que tu investis mal et que tu ne connais pas l'immobilier. C'est pas parce que tu as de l'argent. Des fois, tu dis Ah oui, c'est facile quand tu as de l'argent, c'est facile de faire de l'argent. Oui, c'est facile. Et c'est facile de le perdre aussi. Oui, mais place-la à la banque, ça va être facile. Exact. Tu vas en faire moins, tu es sûr d'en faire. Mais voilà. Souvent, tu dis ben oui, c'est sûr, lui, il a plein d'argent. Il fait ouais, mais il faut le faire intelligemment, puis ça va. Dans l'anecdote que je vais vous conter, c'est exactement ça. Dans le fond, c'est un gars dans le domaine de la santé. C'est un client d'un collègue. Le gars, il a fait à peu près 8, 9, 10 millions. Il a eu une business en santé. C'est un professionnel de la santé, puis là, il a vendu son entreprise après 10 ans, 15 ans d'activité. Je me souviens plus, peut-être plus 15 ans. Puis il a vendu, mettons, entre 8 et 10 millions de mémoire. Là. C'est mon collègue qui m'avait compté ça. Fait que le gars, il a 8, 10. Là, il se dit, je me lance dans l'immobilier. J'ai 8 millions, le go. Je me lance. Je vais faire des millions d'immobilier. Là, il s'est mis à acheter il achetait partout. Il achetait n'importe quoi. Des bâtisses commerciales à revenus. Là, il achetait plein d'affaires trop chères. Puis il revendait. Puis là, il a quasiment tout dilapidé son cash. Mais c'est un gars impulsif. Puis il s'est pas bien entouré des bonnes personnes. S'il y avait eu un meilleur courtier qui aurait dit non, achète pas ça. T'sais. Puis le gars, il aurait fait de l'argent, là, il aurait pu acheter plein d'affaires. Il aurait dû acheter. Parce que lui, il essaie de faire des flips. Il achète un genre d'auberge. Il veut faire du cash. Mais c'est une affaire de 4 chambres. Puis il injecte de l'argent dedans. Mais c'est ce qui amené le potentiel de revenus. Là. C'est pas à 4 chambres, là, si tu veux 1 million. Pourquoi là, il n'a pas juste acheté des terrains, man? Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est ça. Il aurait pas acheté des terrains sans soir 10 millions, c'est ça que tu fais. Ouais. Ben oui, t'achètes des terrains et t'attends. sûr. T'attends jusqu'à temps que tu es obligé de bâtir dessus. Exact. Mais ça, il y en a un gars, en tout cas à Saint-Jérôme, là, j'ai un client qui achetait plein de terrains, le gars qui construisait des triplex. Là. Puis le bonhomme, lui, il dit moi, je crois juste des terrains. Le gars, il a juste acheté des terrains. Là. Il avait commencé à acheter des terrains à 20 ans. Là. Et mettons, le bonhomme est rendu à 50, 60 ans. Je dis le bonhomme parce que c'est quand même un personnage, là, le monsieur. Là. Mais lui, il croit. Lui, il dit moi, c'est que des terrains. Puis il a fait toute sa fortune de même. C'est ça. Mais là, il faut attention, maintenant, c'est les autres. Mais des terrains, tu es sûr, si c'est des terrains qui sont bien placés, puis que le zonage le permet, puis qu'il n'y a pas de zone humide dessus, aujourd'hui, il faut attention avec les zones humides. Tu achètes un terrain à 100 000, c'est rempli de zones humides, mais tu ne pourras jamais bâtir là, avec les nouvelles règles. La semaine prochaine, on va faire un podcast sur les. Mais c'est ça. Aujourd'hui, il faut faire un peu plus attention à cause des zones humides, puis des types de sols non constructibles avec les nouvelles lois environnementales. Mais si le terrain, ce n'est pas une zone humide, tu sais, go, c'est sûr que tu peux. Mais ça se peut que tu fasses de l'argent. Parce que, tu sais, un terrain, ça va coûter des taxes, ça va coûter des affaires. Ça se peut que tu fasses de l'argent juste dans 10, 15, 20 ans. Le gars, il avait gardé ses terrains pendant 50 ans. Mais oui, pour finir mon anecdote, finalement, le gars, il achète l'auberge. Puis là, finalement, il injecte de l'argent dedans, mais ça ne sera jamais rentable. Fait que finalement, il a quasiment tout flourbé, mais il a réussi à garder des affaires. Il avait quand même 8 millions. Fait qu'il a réussi à vendre, mais il a revendu toutes ses affaires à perte. T'sais. Fait que, il a peut-être perdu des millions, là, mais il en restait quand même un peu au moins à la fin. Puis il y a tout le temps eu des. C'est un monsieur, je pense, qui avait des tendances un peu impulsives. Il faut faire attention à l'impulsivité, moi, je pense. Oui, bien sûr. Fait que ça, c'est ma première anecdote par rapport à ça. Fait que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas faire de l'argent. Voilà. Pas attention. Deuxième anecdote qui était par rapport plus au prêt. Tu sais, des fois, pourquoi aller voir un courtier hypothécaire d'expérience? C'est un client qui est prêt-approuvé chez Desjardins. On fait le prêt. On a une offre d'achat acceptée. Là, j'avais référé à mon courtier hypothécaire. Finalement, il n'est pas allé. Il a préféré y aller en direct avec la banque Desjardins. Finalement, ça ne passe pas. Il ne passe pas à la banque.
moi, je disais, appelle mon courtier hypothécaire au plus sacrant. On a une offre d'achat, on est dans les délais, il faut prolonger d'une semaine. On avait 12 jours le financement. Là. Fait que finalement, il appelle mon courtier hypothécaire. Mon courtier hypothécaire à la même banque. Ben, la caisse, c'est pas une banque. Là. À la même institution financière, Desjardins, il réussit à faire passer le prêt. Fait que la différence, c'est que il avait pogné un démarcheur hypothécaire. Fait que le gars travaille que pour Desjardins. Tu peux aller voir des institutions financières directes, puis il va y avoir quelqu'un à l'interne qui va te faire ton prêt hypothécaire. Mais ce n'est pas un courtier hypothécaire, parce que c'est un employé de l'institution financière qui fait les prêts pour cette institution-là. Mais c'est un employé qui n'a pas d'expérience, qui n'est pas très créatif. Parce que des fois, il faut être créatif. Mon client avait un prêt auto, mais il était en mesure de le rembourser. Fait que ce qui ne passait pas, c'était le prêt auto. Puis il y avait d'autres affaires. Aussi, c'est dans la façon qu'ils présentent le dossier aux souscripteurs. Fait qu'ils autres, ils vont monter le dossier. Mais bref, il a manqué d'imagination et de créativité. Il aurait pu le voir un supérieur puis s'informer, dire hey, tel client, ça ne marche pas. Fait que, la solution facile, c'était de dire que ça ne passait pas. Bon, courtier hypothécaire, Caisse Desjardins, lui dit qu'il rembourse son prêt auto, fait ci, fait ça. Il appelle lui, il a ses contacts parce qu'il y a un gros volume. Fait que ça a réussi à passer. Je pense qu'il y avait aussi eu un endossement. Fait qu'il y a des façons de faire des fois. Des fois, c'est pas parce que la banque elle te refuse nécessairement que c'est impossible que tu passes au prêt. Mon point là-dedans, c'est de dire c'est pour ça que c'est bon d'avoir un bon courtier hypothécaire qui a d'expérience, qui va être capable de présenter le dossier, de faire passer le dossier. Quand tu es plus serré, des fois, c'est possible. Il y a des façons de faire. Puis des fois, c'est pas parce que tu vas voir la banque en direct que tu auras un meilleur service puis que la personne va être meilleure nécessairement non plus. Fait que, moi, je crois beaucoup à mon courtier hypothécaire. Je suis fidèle à lui puis je fais confiance juste à lui. Ça fait que si je ben là, il y en a d'autres qui sont très compétents, là, mais moi, avec le mien, là, je n'ai pas de trouble. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, c'est encore de s'entourer de gens, de professionnels adéquats qui sont solides. Puis très compétents. T'sais. Perfect. David, c'est ça les anecdotes. Bon, le dernier sujet, c'est un petit sujet que j'ai trouvé ce matin. Donc, et c'est très important pour les courtiers hypothécaires, mais aussi les courtiers immobiliers. Donc, tu le sais que pour changer de prêteur hypothécaire, il fallait passer le test de résistance, le stress test. Et à partir du 21 novembre, donc les règles hypothécaires pour les propriétaires qui veulent changer de banque lorsqu'ils renouvellent leur prêt seront modifiées à partir du 21 novembre. OK? C'est quoi au juste? Donc, cette modification permettra aux emprunteurs ayant un prêt hypothécaire non assuré de changer plus facilement de banque. Donc, le but du test de résistance qu'on a parlé est d'assurer que les emprunteurs disposent de revenus suffisants pour rembourser leur prêt en cas d'augmentation du taux d'intérêt. Actuellement, seuls les emprunteurs dont le prêt hypothécaire est assuré n'ont pas besoin de repasser le test s'ils changent de banque. En d'autres mots, à partir du 21 novembre, tout le monde qui va changer de prêteur hypothécaire de banque. Les gens, ils savent, quelqu'un qui n'est pas propriétaire, qui ne le sait pas, là, quand tu négocies ton prêt, souvent, tu vas avoir un terme de 5 ans. Fait que tu vas renégocier ton taux, mettons, à chaque 5 ans. Mais il y a plusieurs termes. Des fois, tu peux geler ton taux pendant 3 ans, 2 ans, tu vas avoir un prêt variable qu'il n'est pas gelé. Mais quand tu gèles ton taux pendant 5 ans, après le 5 ans, il faut que tu renégocies avec ta banque pour un nouveau terme. T'sais. Fait que là, c'est ça. Après le terme de 5 ans, tu peux changer. Exact. Et avant, quand tu changeais, la banque, si tu n'étais pas assuré, te demandait un autre stress test. Il fallait que tu repasses à la banque, dans le fond. En d'autres mots, là. Si tu n'es pas assuré, tu changes de banque, mais là, il faut que tu repasses à la banque. Mais quand tu restes avec ton institution financière, tu n'as pas besoin. Ils ne vont pas te requalifier. Là. Non. Sinon, il y aurait des gens il y aurait peut-être des gens qui se ramassaient dans la rue. Hein, et voilà. Fait que là, au moins, ils te gardent. Là, en tout cas. Mais ouais, fait que là, quand tu changes, tu n'as plus besoin de faire ça. Exact. Bon, mais ma question par rapport à ça est très simple. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer?
Mais ma première question avant, mais là, écoute, dans le fond, c'est que la banque, elle va prêter peu importe sans vérification, comme s'il renouvelait avec sa banque, c'est ça? Oui, mais ils vont faire, ils feront plus le test, Ah, je comprends. mais ils vont vérifier leur papier. OK. Mais ils font. OK. OK, Bon. donc Mais qu'est-ce que ça va changer? D'après moi, ça va changer que les acheteurs, les propriétaires, ils vont avoir plus de changements de banque, d'après moi. Voilà, c'est ça. Les notaires vont être plus occupés. Ah ouais, c'est ça. Ah, exact. Fait que c'est bon pour les notaires, finalement. C'est bon pour le moral aussi. Ouais. Ah, ben c'est bon. Mais ça, c'est bon parce que, tu sais, des fois, il y en a qui ne le savent pas. T'en vas avec la caisse des jardins. Là, tu te rends compte, si je vends ma maison avec une pénalité de 12 000 Voilà. mettons, là, tu dis, finalement, peut-être que. Puis là, finalement, après 5 ans, tu as eu des changements. Finalement, j'aime le taux qu'ils m'offrent maintenant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, là tu arrives au bout de ton 5 ans, puis là, tu as changé de job, puis là, ça se peut que tu ne passes plus nécessairement. Tu arrives à payer ta maison, mais tu n'as plus les mêmes ratios qu'avant. Là, tu as acheté un char, tu as le bateau, puis. Puis tu as mis 2-3 voyages au Mexique sur ta carte de crédit. C'est pas ça qu'il faut faire. Exact. Puis, mais là, ça fait que là, le gars, il pourrait changer éventuellement, puis peut-être s'arranger qu'il n'y ait pas de pénalité si, mettons, il vend avant la fin de son temps. Voilà. C'est ça que je crois. Moi, les gens vont avoir plus de choix. Mettons ça, c'est un exemple que j'ai. Peut-être que le taux va baisser un petit peu à cause de ça. Peut-être 1,01 ou quelque chose comme ça. Parce qu'il va y avoir une incidence, mais je ne crois pas que ça va être si gros que ça. Ben là, c'est ce que la majorité des gens, ils renouvellent. Mais quand tu as un bon courtier hypothécaire, puis que tu n'as pas été en direct avec ta. C'est sûr, si tu étais en direct avec ta banque, tu n'es pas trop avec ton institution financière. Là, je dis banque, là, mais la caisse, c'est pas. C'est une institution financière. Là. Ça se peut que tu sois moins informé puis que tu restes. Mais tandis que si tu as un courtier hypothécaire, lui, après 5 ans, il te rappelle, hey, on est rendu à ton renouvellement. Voilà. Il dit maintenant, voici la meilleure institution financière. Fait que moi, je pense que ceux qui ont été avec les courtiers hypothécaires vont peut-être changer plus parce que les autres sont plus informés. Le courtier hypothécaire, s'il fait ses suivis, il va être en mesure de retrouver de quoi de meilleur parce que ça change d'une année à l'autre. Oui, c'est exactement ça, David. Je suis d'accord. On a quasiment topé 1 heure. C'est pas voilà, c'est ça. C'est comme on a dit. On va réduire. J'arrête plus. On va réduire le temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter, David? Écoute, ça fait parler le tour. C'était vraiment intéressant. J'ai bien aimé ça, ce podcast-là. Ouais, c'était cool. Oui, moi aussi, concis, les précisions ont été faites. Mais là, c'est sûr, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent plus d'informations précises, parce que c'est pas mal at large. Souvent, la réponse au pré-commercial, moi, c'est ça. Souvent, à maman, celle qui m'a tout appris au commercial, là, je posais une question, puis sa réponse, c'est tout le temps, ça dépend. c'est ça. Au commercial, il y a beaucoup plus de possibilités qu'au résidentiel. En termes de prêt, juste en termes de promesses d'achat, en termes de location. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien qui régit la location commerciale. Oui, il y a la loi, mais je veux dire, il n'y a pas un organisme comme le tribunal administratif du logement qui va régir ça. Fait que tu peux signer un bail comme tu veux. Tu peux dire, le gars ne paye pas, le lendemain, il est dehors. Fait que son commercial, soit la réponse, c'est ça dépend. Fait que si vous voulez des réponses précises, ben appelez-moi. Là, Et voilà. C'est ça que je m'en allais dire. Et justement, maintenant, vous avez le site de David. Ben, ça me met dans ma page Royal Lepage. Je n'ai pas encore de site, mais éventuellement, on va pouvoir le monter avec Dragoche. Exactement. Donc, si vous avez des questions, c'est sûr que c'est la personne avec laquelle vous devrez commencer. Et ensuite, il va vous guider. Donc, si tu n'as plus rien à rajouter, moi, je dirais que moi non plus. Parfait. Hein? Et on vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Ciao. Salut. Bye.